La crise des migrants à nouveau en débat aujourd'hui même en Europe, un mini-sommet qui s'est terminé à Rome avec l'espoir peut-être d'une réforme dans les prochains mois. On en parlera dans un instant. Une réforme également en France. Celle-là en discussion, c'était à Matignon aujourd'hui. Le Premier ministre Édouard Philippe qui avait convié une vingtaine d'associations à venir prendre lecture des grandes lignes de ce que sera ce projet de loi asile et immigration. On en parlera dans un instant. À mes côtés pour en débattre. En tout cas, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette Delaplace du Secours catholique. Merci d'être avec nous. Merci également à Geoffroy Boulard, maire Les Républicains du 17e arrondissement, ainsi qu'à Sébastien Boussois, chercheur en relations euro-méditerranéennes, auteur du naufrage de la Méditerranée. C'est à paraître dans les prochains jours aux éditions Éric Bonnier. Et puis avec nous, en direct de Rome, notre correspondante pour France 24, Natalia Mendoza. Natalia, pour revenir très rapidement sur les conclusions de ce mini-sommet de Rome aujourd'hui, et ce qu'elle annonce pour l'avenir, c'est notamment le fait que la France, mais pas seulement bien sûr, l'Italie et la Grèce, souhaitent une meilleure répartition des migrants en Europe. En gros, il s'agit de changer ce qu'on appelle la règle de Dublin. Oui, effectivement, cette modification du règlement de Dublin est une des principales requêtes, notamment de l'Italie. Je vous rappelle, ce règlement de Dublin prévoit que ce soit le pays d'entrée en Union européenne qui ait la responsabilité de l'hébergement, de l'accueil et de la demande d'asile de chaque migrant, de chaque réfugié. Ce sujet a été évoqué longuement pendant ce sommet des 7 pays du sud du bassin méditerranéen. En conférence de presse, le président français Emmanuel Macron a parlé du besoin de modifier, de répondre aux incohérences que pose ce règlement de Dublin, un règlement qui fait reposer tout le poids, tout le fardeau de ce flux migratoire sur les pays qui sont directement exposés à la Méditerranée. On parle notamment de Grèce, Italie et Espagne. Une autre revendication de l'Italie, par contre, c'est la question des ports. L'Italie qui réclame à ses partenaires européens d'ouvrir leurs ports à l'accueil des migrants et des réfugiés. L'Italie, tout simplement, ne comprend pas pourquoi des migrants qui sont repêchés, secourus dans des eaux internationales, parfois même par des navires qui ne sont même pas italiens, qui peuvent être des navires italiens ou allemands, espagnols ou allemands. Et bien, ces navires ramènent les migrants et les réfugiés systématiquement vers les ports italiens. Et l'Italie réclame donc à ses partenaires européens d'ouvrir les ports. Sur ce point précis, l'Italie se heurte à l'opposition de la France et de l'Espagne qui évidemment ne veulent pas d'un bon oeil la perspective d'avoir des débarquements de migrants et de réfugiés à Barcelone ou à Marseille. Parallèlement, l'Italie qui dit qu'elle ne peut pas accueillir toutes les personnes. Le système italien est au collapse. Vous l'avez dit, l'année dernière, plus de 119 000 personnes ont débarqué sur les côtes siciliennes. Et oui, et la France, on vient de l'entendre, elle pousse donc aux côtés de l'Italie pour réformer Dublin et donc mieux répartir ses candidats à l'asile. Mais la France elle-même est loin d'être exemplaire, disent les associations et certains même de ses partenaires européens. Vous allez voir les chiffres, puisque seuls 50 000 demandeurs d'asile ont été acceptés en France entre 2015 et 2016. Alors c'est vrai qu'on est passé à un record pour l'année écoulée 2017, 100 000, mais enfin on était à 50 000. Vous regardez les chiffres sur 2015-2016, c'est vrai que la France, le nombre de réfugiés par habitant, c'est vrai que c'est assez éloquent en queue de peloton. Un réfugié pour 1340 habitants. On est très très loin de la Suède ou encore de l'Allemagne, pour prendre un pays de taille non pas comparable à la France, mais encore plus peuplé d'ailleurs que la France. C'est dire, Sébastien Boussois, que la France ne prend pas sa part dans l'accueil des réfugiés. Encore une fois, 100 000 pour l'année 2017. Je ne serais pas aussi tranché que ça en réalité, parce que ça peut paraître un peu cliché. On revient sur l'éternel débat sur la France doit accueillir, elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit contribuer, etc. Je crois qu'au-delà de ces phrases historiques, on voit des disparités entre les pays d'Europe du Nord et les pays d'Europe du Sud. Que la Grèce, l'Italie et l'Espagne se considèrent comme inondés ou envahis, entre guillemets, j'aime pas beaucoup l'expression, mais c'est une réalité. Mais ce ne sont que des pays de passage. Les demandeurs d'asile ou les migrants ne veulent pas rester dans ces pays-là. De toute façon, la situation économique fait que
je suis allé visiter des camps en Grèce, je vois le travail qui avait été fait de la part des organisations en Grèce était absolument incroyable par rapport à ce que la Grèce pouvait fournir dans la situation économique qui était celle-là. Je crois qu'en queue de peloton, la situation va encore évoluer sur des accords qui vont se passer encore avec la Grande-Bretagne, puisque la vraie réalité, c'est que tous ces migrants-là vont comme dans une forme d'Eldorado, dans un mythe, que l'Europe est encore, ou qu'elle n'est peut-être plus tout à fait économiquement, mais pour lequel elle peut encore, comparer à d'autres pays, assumer. Ces migrants veulent aller en Grande-Bretagne ou dans des pays d'Europe du Nord où, je dirais, c'est peut-être plus confortable. Je vois la Belgique où j'habite aujourd'hui, effectivement, contribue, même si c'est très difficile, dans un pays avec un gouvernement aujourd'hui de droite et d'extrême droite, avec des situations très compliquées, contribue davantage que le pays dont je suis originaire. C'est dans ce contexte, en tout cas, qu'on débat ici en France d'une réforme de la politique d'accueil. Le projet de loi Asile et Immigration a été transmis aujourd'hui dans ses grandes lignes aux associations. Il vise notamment à raccourcir les délais d'examen des demandes d'asile à moins de 6 mois, recours compris. En gros, écourter donc l'examen des demandes d'asile pour mieux accueillir les réfugiés, pour aussi raccompagner plus rapidement et plus systématiquement les autres, ce qu'on appelle les déboutés. Écoutez, Emmanuel Macron, aujourd'hui, il s'exprimait depuis Rome. Il y a beaucoup de confusion intellectuelle et de principe. Et je crois qu'on mélange tout. On mélange les migrants, on mélange les réfugiés, on mélange le droit d'asile, on mélange les migrations économiques. Et je crois qu'il faut regarder les choses en bon ordre. Il y a le droit d'asile. Le droit d'asile est un droit, il est constitutionnel en France. Nous l'avons introduit dans notre Constitution en 1946, confirmé en 1958, il est intangible. Il y a toujours des phénomènes migratoires très importants et il ne faut jamais oublier que nous parlons de femmes et d'hommes. Il faut avoir de la détermination, il faut avoir de l'humanité et il faut avoir de l'efficacité. L'humanité sans efficacité, ce sont des belles paroles. L'efficacité sans l'humanité, c'est de l'injustice. Ce projet, vous en retenez quoi ? Vous parliez de l'accélération des procédures d'examen de la demande d'asile. Effectivement, c'est quelque chose de souhaitable. Là, on voit... La France est aujourd'hui très au-delà de ses partenaires européens dans les délais d'examen, dans l'Allemagne par exemple, ou d'autres. Oui, enfin, l'OFPRA a quand même fait... L'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 14 mois. Voilà, a quand même largement amélioré ses moyens, a amélioré les conditions et les délais d'examen des demandes d'asile. Donc quand même, il y a un progrès qui est marqué. Après, là, ce qu'on observe du projet de loi est peut-être... pour élargir un tout petit peu et puis pour faire le lien avec les reportages que vous montriez auparavant et les questions sur la procédure Dublin, c'est que là, le projet de loi donc, qui nous a été communiqué hier pour une réunion cet après-midi, durant laquelle le gouvernement a maintenu sa ligne très très dure et n'a pas du tout pris en compte les remarques on en des est associations. simplement à la communication pour l'heure. Le projet de loi, il sera présenté le mois prochain au Conseil des ministres, donc il va encore y avoir tout un temps de discussion. Toutes les associations unanimement regrettent le fait qu'il n'y a pas eu de concertation avec les associations, le fait que ce projet de loi est très éloigné de la réalité de terrain. Vous parliez des personnes en procédure Dublin, qui sont effectivement des personnes, comme l'expliquait votre collègue, dont un seul État est responsable de la demande d'asile et qui sont aujourd'hui en France placées dans des conditions d'indigence extrêmes, qui sont parfois sans ressources, sans hébergement, et qui, coûte que coûte, veulent de toute façon rester ensemble en France. Il y a aussi la distinction entre migrants économiques et demandeurs d'asile, qui est binaire, qui est simpliste. C'est plus le cas aujourd'hui. Les migrations, les personnes migrantes passent par la Libye, passent par le Sinaï, rencontrent sur leur route migratoire des situations très difficiles, des traitements inhumains. Oui, mais ils sont originaires de pays qui sont des pays en guerre, parfois, qui peuvent être des dictatures, ou simplement, j'allais dire, c'est jamais simple, bien sûr, mais en tout cas, être issus de zones de difficultés économiques qui ne sont pas considérées comme, qui ne font pas d'eux, en tout cas, des candidats éligibles au droit d'asile. Mais si vous voulez, quand les personnes sont prêtes, elles ne sont pas inconscientes, c'est des personnes... Les personnes migrantes sont des personnes tout à fait rationnelles qui connaissent les risques quand elles prennent ces risques-là, de traverser la Méditerranée, de traverser la frontière entre l'Italie et la France, où il y a eu 16 morts en 2016. Elles ont les raisons. Et en tout cas, elles sont présentes sur le territoire. Nous, ce que nous regrettons... Ça veut dire qu'il ne faut pas les raccompagner ? Alors, c'est pas... Il faut les régulariser ? Alors, il y a effectivement, mais je voudrais quand même répondre à votre première question. Non, mais on essaie d'aller au bout de la logique. Mais bien sûr, on peut y aller. On est parfois dans l'ambiguïté, donc il faut être clair sur les termes. Il y a eu 36 000 personnes demandeurs d'asile protégées en 2017. Les autres, effectivement, n'obtiennent pas eu de protection. Mais beaucoup de personnes, aujourd'hui en France, peuvent faire valoir un droit au séjour, peuvent faire valoir une activité économique, peuvent faire valoir des attaches familiales. Et donc, oui... Quand ce n'est pas le cas, pour ceux qui évoquaient, pardonnez-moi, Geoffroy Boulard, les personnes, effectivement, qu'on peut d'ailleurs, lorsqu'on est à Paris, qu'on peut voir qui ne sont pas aujourd'hui hébergés dans des centres d'urgence,
comme c'est le cas par exemple Porte de la Chapelle ou ailleurs dans le nord de la capitale. Face à ces populations, que dites-vous ? Il faut régulariser ceux qui sont présents sur le territoire aujourd'hui lorsqu'ils ne peuvent pas justifier d'un emploi, d'un travail ou des conditions requises pour le droit d'asile ? En tout cas, il y a le nécessaire examen de leur situation, des droits auxquels et le respect des droits auxquels ils ont droit. C'est-à-dire que vous parliez des personnes qui sont dans les campements à Porte de la Chapelle. On peut aussi parler des 600 personnes qui sont actuellement à Calais. Toutes ces personnes souhaiteraient être hébergés, n'ont pas envie d'être dans la rue pour nuire au voisinage, pas du tout. Simplement, aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas d'examen positif et favorable de leur situation. Et pour revenir juste sur le projet de loi qui a été... Pardonnez-moi, l'examen positif et favorable de leur situation, ça voudrait dire leur donner gain de cause sur l'asile ? Non, je veux dire, c'est un examen bienveillant dans de bonnes conditions. Oui. Le projet de loi qui a été présenté cet après-midi, disons les éléments du projet de loi qui ont été présentés cet après-midi, ne garantissent pas, au contraire, affaiblissent les conditions d'examen d'une demande d'asile. Donc, à la fois du point de vue du droit, mais aussi du point de vue des conditions matérielles d'accueil, et donc ne vont pas dans le sens d'un meilleur examen. Ensuite, sur le séjour, rien n'est dit actuellement sur, effectivement, l'amélioration des conditions de demande de titre de séjour. Aujourd'hui, à Paris, pour faire une demande de titre de séjour, il faut attendre plus de 7 mois. Bon, ben oui, c'est des personnes qui, en attendant, sont à droit à un concours. Donc vous dites qu'il faut raccourcir les délais. Mais pour ceux qui n'obtiennent pas satisfaction, est-ce qu'il faut une reconduite à la frontière ? Alors, moi, je ne me positionnerai pas là-dessus au nom du Secours catholique, non. Mais je pense qu'il y a en tout cas énormément à faire à l'heure actuelle pour améliorer, en tout cas, effectivement, l'accès à son droit administratif à un titre de séjour. Geoffroy Boulard, j'imagine que vous êtes plutôt d'accord avec le texte tel qu'il a été présenté par le gouvernement ? Pas encore présenté par le gouvernement, mais en tout cas par Édouard Philippe aux associations. Les premières annonces, moi je suis favorable à tout ce qui va dans le bon sens. Donc aujourd'hui, il y a des mesures un peu contradictoires quand même quand on regarde et quand on lit ce projet de loi qui sera débattu devant les parlementaires. Vous trouvez qu'il est facile de distinguer réfugiés de migrants économiques dans le monde actuel? Je suis pas un spécialiste, mais quand même, tout à l'heure vous citiez l'exemple de ces migrations. Alors on explique que ces migrants économiques, qui donc des personnes qui fuient une situation économique et sociale difficile de leur pays rencontrent des zones de guerre, ça en fait pas des migrants de guerre. Enfin, je veux dire, là, on n'est pas dans le même statut. Je crois qu'on ne peut pas tout mélanger et on n'a pas la capacité. Je crois qu'il faut le reconnaître, d'accueillir dignement et dans le respect de la personne. Regardez ce qui se passe dans nos rues, regardez dans les campements, regardez ce qui se passe, la situation humanitaire et même en matière de salubrité. La France n'a pas les moyens de Galles quand même dans certains quartiers. Je veux dire, est-ce que on peut accepter cela? Je veux dire, à un moment donné, on peut 100 000 pas dire demandeurs... on va régulariser comme ça d'un trait de plus. Non, je veux dire, 100 000 demandeurs d'asile, jusqu'à 8 000 personnes à Calais, par exemple. La France n'a pas les moyens d'accueillir 100 000 personnes sur son sol, n'a pas les moyens de fournir un toit à 8 000 personnes à Calais. Je suis pas un spécialiste. Non, c'est ce que vous dites. Moi, je suis pas un spécialiste de chiffres. Je regarde à Paris, on a 120 000 demandeurs de logements en attente. Ce sont des personnes qui sont parisiens, qui attendent un logement social. Voilà une priorité. Je veux dire, donc à un moment donné, on a la problématique qui se rajoute à une situation tendue sur le plan social. Je dis, il faut être réaliste, sans être inhumain. Il faut raccompagner les personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire national de manière humaine, avec un traitement et des coopérations bilatérales. Il faut un vrai plan, je le redis, de co-développement, notamment avec et les contrôles dans les centres d'hébergement, parce que ça a été effectivement aujourd'hui, il faut le dire aussi, ce qui a un peu parasité cette réunion à Matignon. Une vingtaine d'associations a donc porté l'affaire devant le Conseil d'État pour obtenir la suspension en urgence de cette circulaire qui date du 12 décembre. Elle permet donc des contrôles, notamment la présence de fonctionnaires volants dans les centres d'hébergement pour effectuer un recensement de ces migrants. Ce que disent les associations, c'est que ce n'est pas le lieu pour faire ce type de contrôle. Ces centres, ils sont censés justement venir en aide en urgence à ces migrants, à ces populations. Qu'est-ce que vous répondez ? Je dis aujourd'hui, c'est quand même l'État qui est chargé de l'accueil et d'héberger, qui
en charge de l'hébergement de ces personnes, qu'il y ait des visites de fonctionnaires de l'État, ça me paraît pas complètement surréaliste. Après, je crois aussi qu'il faut travailler en lien avec les associations, et donc je pense qu'il y a un manque de concertation du gouvernement sur cette affaire, mais ça me paraît pas, je le redis, surréaliste que des fonctionnaires de l'État, dont c'est la responsabilité d'héberger ces personnes, puissent visiter ces centres. Il faut que ce soit fait en coordination. Et là, je pense qu'il y a eu une erreur du gouvernement de le faire au forcing. Et c'est une erreur manifeste. Vous allez réagir dans un instant, Juliette Delaplace. On va peut-être venir aussi à cette polémique avec cette une de l'Obs qui montre le visage d'Emmanuel Macron cerné de barbelés avec ce titre « Migrants, bienvenue au pays des droits de l'homme ». On voit bien évidemment ce qui est suggéré par cette une. Écoutez la réponse justement d'Emmanuel Macron à Rome aujourd'hui. J'ai beaucoup de respect pour le travail qui est fait par les associations et les travailleurs sociaux. Je ne leur demande pas de faire le travail des préfectures. Mais je demande simplement que l'administration puisse faire mieux son travail et le faire plus tôt pour être plus juste collectivement. Sur ce sujet, vous savez, il faut se garder des faux bons sentiments. Il faut se garder de toute brutalité. Et il faut avoir cette exigence chevillée au corps. Sébastien Boussois, est-ce que là on caricature lorsqu'on accuse en gros le gouvernement d'opérer un virage assez net et d'une certaine manière de clairement envoyer un signal de refus ou bien est-ce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer, notamment avec cette circulaire? Je crois que la couverture est probablement une caricature et la question de la circulaire sur le recensement est probablement à mon avis malvenue et dépasse largement d'ailleurs ce que Emmanuel Macron avait présenté au mois de septembre. Donc je ne sais pas si c'est un glissement politique lié à un contexte. Moi, je reste quand même globalement gêné par rapport à une chose, c'est que j'ai un peu ce sentiment qu'il y a comme une forme de tri sélectif qui pourrait être fait à l'égard des migrants ou des réfugiés. Je reste non, mais c'est bien, le gouvernement l'assume d'ailleurs, avec la mise en place de ces centres, notamment au Niger. Est-ce qu'il est possible de faire autrement? Je ne parle même pas de ça, je donne lorsqu'on examine des demandes d'asile, on fait bien un tri par définition? Oui, mais je ne parle même pas de ça en fait, en réalité. Il y a par exemple dans les Yvelines, pas très loin d'un endroit que je connais très bien, il y a eu 200 à 300 réfugiés tibétains qui sont arrivés, qui sont restés des mois et des mois. Ça n'a pas posé de problème jusqu'à temps qu'on trouve une solution politique. C'est-à-dire que maintenant, ils sont hébergés après avoir passé 6 mois dans des conditions climatiques un peu compliquées. Ce que je veux dire, c'est que on a quand même ce sentiment que si c'est des Tibétains ou des Chinois, ça gêne pas grand monde. En réalité, c'est les images qu'on voit. Les images que vous montrez me paraissent en réalité malheureusement un peu choquantes parce qu'on va faire une généralisation sur le type de migrants ou de réfugiés qui viennent. Quelle est la vraie question? Vous pensez qu'il y a une différence de traitement en fonction de la provenance, je pense, en fait, du lieu d'origine de ces migrants? Mais même politiquement ou moralement parlant, d'ailleurs, ils sont pas très rancuniers parce qu'on détruit une partie de leur pays et finalement ils arrivent comme un effet boomerang. Je crois que cette question doit être véritablement posée sur la relation qu'on a avec des pays que l'on détruit ou en tout cas qui sont dans des situations politiques extrêmement compliquées. Ces gens-là viennent, je dirais malheureusement, ça fait partie... Vous dites qu'on a une dette morale envers eux. On peut dire ça. Voire financière même, si on vous suit. Juliette Delaplace. Oui, alors le Secours catholique, aux côtés de nombreuses autres associations qui accompagnent au quotidien les personnes étrangères, se sont associées à la démarche de recours contre la circulaire du 12. Oui. La circulaire du 12, en fait, elle autorise le contrôle dans les centres par la préfecture et par d'autres fonctionnaires de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue de l'évaluation des situations administratives et notamment du transfert vers des centres de rétention administrative ou d'autres dispositifs des personnes sans titre. Or, ces contrôles, ils contreviennent à un principe fondamental de notre société, qui est le principe d'inconditionnalité de l'hébergement d'urgence, qui ne doit pas se faire en fonction de la situation administrative des personnes, mais en fonction de la situation de détresse sociale ou psychologique. C'est pour ça que vous conseillez que la plus haute autorité administrative de l'État va naturellement censurer ces dispositions. Alors, on est assez inquiète. On lui laisse prendre position. Mais nous, en tout cas, en tant qu'acteurs de défense des droits des personnes étrangères et du secteur social, ça remet en cause l'accompagnement des personnes pour les associations qui gèrent des dispositifs. Il y a un problème de confiance, en gros. Ils ne voudront plus aller dans ces centres d'hébergement s'ils savent qu'ils peuvent être effectivement recensés. La conséquence de ces contrôles, ça risque d'être encore plus de personnes à la rue. Natalia Mendoza, comment ça se passe en Italie ? Quelle question? La question de l'accueil, la question effectivement l'examen, la question de l'examen des dossiers et le comportement, l'attitude à l'égard des migrants en situation irrégulière, ceux en tout cas qui sont déboutés, qui n'obtiennent pas l'asile.
Alors ici en Italie, il faut savoir les demandes d'asile, les procédures sont extrêmement lentes. Elles peuvent mettre 2 ans. Un migrant peut mettre 2 ans à recevoir une réponse définitive. Il y a une première requête qui est faite de protection humanitaire. 3 types de protection humanitaire peut solliciter chaque personne, mais les temps sont extrêmement longs parce qu'il faut savoir que les préfectures en Italie sont vraiment débordées par le nombre croissant de demandes d'asile présentées chaque année. Et ici, au bout de la première réponse, le migrant peut décider de faire un recours et donc rebelote pour plusieurs mois. Et pendant ce temps, le défi pour les autorités, c'est de savoir comment accueillir ces personnes qui restent désœuvrées et dans des centres d'accueil ou parfois même à la rue. Une fois que le migrant reçoit une réponse définitivement négative, le défi pour les autorités italiennes, c'est le rapatriement. Il faut savoir qu'on ne peut pas renvoyer, expulser automatiquement une personne qui a reçu une réponse négative si le pays d'origine n'accepte pas de recevoir ce migrant. Eh oui. Il y a aussi ici en France, en tout cas pour les maires, une question de moyens. Dans une tribune publiée dans Le Monde, c'était le 17 décembre dernier, plusieurs maires de grandes villes, Martine Aubry, Alain Juppé, il y avait également Roland Ris pour Strasbourg, il y avait Jean-Luc Moudingue pour Toulouse ou encore le maire de Grenoble, des maires de droite, de gauche, qui signaient conjointement une tribune pour dénoncer le manque de moyens face à l'afflux de migrants et appeler l'État à en faire davantage. Geoffroy Boulard, est-ce que vous vous associez à cette tribune? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cet appel? Les maires, ce qu'ils expriment, c'est qu'il y a un manque évidemment de moyens. Et ce projet de loi, il n'est pas complètement satisfaisant. Il est même fourre-tout quand on regarde bien. On attaque plusieurs sujets sans aller au bout des logiques. Et d'ailleurs, on a sur les centres de rétention administrative qu'on annonce plus nombreux, etc. Tout ça n'a pas été budgété dans le projet de loi de finances 2018 d'Emmanuel Macron. Donc, il y a beaucoup d'annonces de fermeté. Et puis, en fait, on se rend compte que tout ça, c'est beaucoup de communication et qu'il y aura peu d'actes, peu de changements. On annonce plus de fonctionnaires qui contrôlent dans les centres d'hébergement. Quels effectifs sont prévus? Moi, je pose la question. Aujourd'hui, il n'y a aucune réponse. Donc, beaucoup de mousse, mais peu d'actes au final. Merci Geoffroy Boulard, merci également à Juliette Delaplace, à Natalia Mendoza qui était avec nous en direct de Rome et à Sébastien Boussois à mes côtés ici même en plateau. C'est la fin de ce débat. L'actualité continue tout de suite avec un œil sur les médias. Voilà, un œil sur les médias, c'est l'actualité vue du net avec Mounia Kassem. Mounia, sur Internet, on parle beaucoup aussi du sort des migrants. Beaucoup d'acteurs sur le terrain sont mobilisés pour que la France propose un meilleur accueil. Beaucoup dénoncent la politique d'Emmanuel Macron. Et oui, vous en avez parlé de cette fameuse une publiée dans l'Obs cette semaine. Bienvenue au pays des droits de l'homme. On va la voir cette une avec ce gros plan sur le visage d'Emmanuel Macron, un visage dur, plutôt fermé, assez froid. Et l'hebdomadaire s'en explique dans son édito. Il tacle le double discours d'Emmanuel Macron sur le droit d'asile. D'un côté, dit-il, des discours humanistes et de l'autre, une politique minimaliste. Une qui n'est pas franchement du goût des membres de La République En Marche. À découvrir également dans l'Obs cette semaine cet article, cette tribune de Leclésio, le prix Nobel de littérature, qui rappelle que lui aussi avait dû fuir. Alors c'était certes en France. Il rappelle qu'il avait cherché avec sa mère et son frère un endroit où survivre. Et les mots sont assez durs, dégueulasses. Il n'y a pas d'autres mots. Ce qui est au cœur, bien évidemment, des préoccupations, c'est cette circulaire Collomb du nom du ministre de l'Intérieur, mise en place le 12 décembre dernier. Elle prévoit donc un tri des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Le Clésio qui s'en insurge, il dénonce un déni d'humanité. Et ça suscite non seulement la colère des associations, mais pas seulement. Là, hier, il y a eu cette
conférence de presse de l'Église catholique qui, elle aussi, s'en prend à cette circulaire Collomb. Ce qu'on peut également lire dans les colonnes de Libération, un soutien plutôt inattendu. L'Église catholique qui se dit en désaccord avec la politique migratoire et demande la sanctuarisation des centres d'hébergement. C'est aussi le sentiment des ONG, des associations qui viennent en aide aux migrants, parmi lesquels Médecins du Monde. Il y a aussi la Fondation Abbé Pierre, France Terre d'Asile. En tout, 27 associations donc, qui ont demandé, qui ont saisi le Conseil d'État pour demander l'annulation de tout ou partie de la circulaire. Et puis, à contre-courant de tout ça, on prend la direction cette fois de l'Italie. C'est un reportage très intéressant à lire dans Libération, toujours, avec ce titre, en Sicile, une chose très belle est arrivée, nous avons été envahis par les immigrés. Le correspondant à Rome s'est rendu dans la petite île du Sud. Là, les habitants sont confrontés quasi quotidiennement à l'arrivée de migrants sur ces embarcations de fortune. Les habitants ont fait le choix de donner un accueil plutôt digne à ces migrants. Ils sont confrontés à cet exode rural. Certaines écoles ont pu rester ouvertes et puis certains quartiers qui étaient totalement désertés ont retrouvé un peu de vie. Les maires de certaines de ces villes sont à l'initiative. C'est vraiment une volonté de la part de ces villes. Malgré tout, c'est un reportage un peu bucolique, il faut le dire. Mais on apprend tout de même que les migrants finiront par partir parce qu'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'emploi, il y a le chômage et qu'ils finiront par partir plus au nord à la recherche d'un emploi. Merci Mounia. Voilà, c'est la fin d'un œil sur les médias. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.